Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 9 octobre 2024. Alors, tempête sur les bourses, hein, on a des tempêtes qui arrivent notamment aux États-Unis où l'ouragan va faire certainement beaucoup de dégâts. Ça pourrait peut-être avoir aussi un impact, hein, sur les bourses, surtout sur le rendement de certaines valeurs. Éventuellement certains assureurs aussi, on verra. Alors en France, on en a une petite aussi qui arrive, qui sera certainement beaucoup moins importante et qui aura quasiment pas d'impact. Et il y a une autre tempête aussi qui arrive, c'est les positions de démantèlement probable sur des grosses capitalisations, hein, pour des positions de monopole antitrust. Est-ce qu'on a la possibilité que ça aboutisse ou pas? Parce que si c'est le cas, ce serait véritablement un tremblement de terre et on va en reparler. Alors avant de commencer, comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors, on parle d'un éventuel démantèlement sur Alphabet. Alphabet, c'est quoi? C'est Google, entre autres, que tout le monde connaît. On a ici une petite statistique, hein, sur le nombre mensuel de visites sur les principaux sites internet. Ça date de juin 2024. Et on voit que Google, c'est de loin, hein, le site le plus visité, hein, le plus utilisé dans le monde. Et en numéro 2, on a YouTube. Et YouTube, ils appartiennent à Alphabet, donc à Google. C'est les mêmes. C'est les mêmes qui ont les deux premiers sites les plus visités au monde. Donc c'est véritablement le poids lourd, hein, d'Internet. On a des enquêtes, hein, qui ont été faites et des juges américains qui pourraient peut-être procéder au démantèlement. Alors après, il va falloir voir, hein, la viabilité de la chose, si c'est possible. Est-ce que, alors Google, ils vont certes, Alphabet, ils vont pas se laisser faire. Est-ce qu'ils vont peut-être partir, partir à l'étranger? On sait qu'ils ont déjà alors je sais pas si c'est leur siège ou ils ont déjà des affaires ailleurs, notamment en Irlande ou en Irlande du Nord. Donc, pour payer moins d'impôts, et pour pas être soumis aussi aux règles, hein, des États-Unis. Alors il y aura toujours des règles ailleurs, mais ils peuvent aussi trouver un pays d'accueil si ça se fait pour éviter un démantèlement. On le voit que ça peut être véritablement un changement et un séisme sur Internet. Alors à quel point ça va être négocié et on va peut-être trouver des accords avant d'arriver à cela, un accord qui satisfasse tout le monde, c'est possible aussi. En numéro 3, on a Facebook, hein, ça appartient à Meta Platform. Et Instagram en numéro 4, là aussi ça appartient à Meta Platform. Donc on voit qu'on a quand même les gros numéro 1 qui possèdent les statistiques de visite de premier et de deuxième. Et derrière Meta Platform avec Zuckerberg, hein, qui a le numéro 3 et numéro 4. Et on parle d'un problème sur Alphabet. Donc pour l'instant, la bourse va pas trop encore jouer ça, mais si ça arrive, si on a peut-être des rumeurs sur ça, on pourrait avoir une grosse baisse, peut-être excessive aussi sur l'action Alphabet, voire par ricochet sur d'autres grosses capitalisations, hein, parce que Google, c'est une des plus grosses. Mais si ça passe, on pourrait s'attaquer aussi à d'autres grosses caps, et donc pourquoi pas Meta, pourquoi pas les 7 magnifiques, hein, qui sont tellement grosses aujourd'hui, qu'elles ont des positions de monopole qui pourraient leur faire mal. Donc ça, c'était un peu à surveiller ces prochains jours, voir ce que ça va donner, et peut-être alerter aussi sur les baisses ou le désintérêt passager, peut-être dû comme ce qu'on disait hier, hein, sur le manque de visibilité de la valeur. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Est-ce qu'on va être obligé de céder une partie de ces filiales pour pouvoir continuer à exister ou pas? Et puis on va faire un petit point aussi avant de regarder le CAC et les actions, hein, sur la cybersécurité. Un petit graphique sur le coût de la cybercriminalité, hein, qui est toujours en augmentation. Alors on le voit notamment en Chine, c'est encore plus gros, hein, qu'aux États-Unis. On aurait pu penser que les États-Unis c'est le numéro 1, mais non, c'est la Chine, hein, qui a le plus gros coût. Et ensuite les États-Unis, et puis après les pays comme l'Allemagne, la France et l'Inde.
Et c'est, on va le voir, la cybersécurité, forcément, est obligée de s'ajuster. Et on est en train de mettre de plus en plus d'argent dans la cybersécurité, alors que ce soit pour les comptes bancaires classiques, hein, mais toutes les entreprises aussi, même les hôpitaux, les CHU, etc. Enfin, tout un microcosme qui est comme ça, qui est obligé finalement de mettre au pot et d'avoir des solutions de cybersécurité, parce que sinon ils sont attaqués. Et ça va être un marché, c'est déjà un marché en expansion et qui, on le voit, qui va continuer ces prochaines années, hein, à la fois pour la sécurité et la protection. Donc c'est un marché énorme, c'est un marché en progression, c'est un marché en constante progression et qui va demander à chaque fois d'avoir quelques-uns, je pense, quelques-uns leaders, hein, quelques leaders de secteur comme à chaque fois, qui vont se partager le plus gros du gâteau sur la cybersécurité. Donc c'est ce qu'on disait hier avec les quelques gros, hein, notamment. Moi je pense à Palo Alto, il y en a d'autres. Mais il faut, je pense, avoir au moins une grosse valeur de cybersécurité dans son portefeuille qui est pas forcément, qui sera pas forcément liée au tech pur, mais qui aura certainement une continuation de croissance ces prochaines années constante. Et c'est là qu'il faut jouer certainement aussi les leaders, les gros, donc ceux qu'on avait montrés, et qui auront plutôt des parts de marché intéressantes. Allez, on va regarder le CAC 40. Le CAC aujourd'hui qui fait... alors oui, on attend aussi les minutes de la Fed, hein, à 20h. Ça risque de peut-être orienter les marchés aussi peut-être fortement, on verra. Dernièrement, le marché de l'emploi, on l'a vu aux États-Unis, était beaucoup plus fort que prévu et qu'attendu. On verra donc le futur de la baisse des taux. Alors, ça change toujours avec la Fed, hein. Au début de l'année, on devait avoir 3 ou 4 baisses des taux. Au milieu de l'année, 0 baisse des taux. Finalement, en septembre, on va rebaisser 3 fois. Donc, ils changent d'avis un peu tout le temps. Le marché de l'emploi étant plus fort, ça valorise plutôt le fait de pas trop baisser. Alors pas 0,50, on ne l'aura pas, mais peut-être 0,25 ou 0, hein, c'est-à-dire sauter cette réunion et puis attendre décembre pour à nouveau un 0,25, on verra. Mais le marché action n'aime pas trop, hein, ces taux trop élevés et aimerait bien avoir un discours clair surtout et encore de la visibilité, savoir à quoi s'attendre, pas toujours avoir un discours fuyant comme c'est le cas avec la Fed et savoir à quoi s'en tenir, est-ce qu'on va avoir véritablement nos 100 points de base, hein, les 0,50 qu'on a eu dernièrement, et puis 2 fois 0,25 avant la fin de l'année pour la baisse des taux aux États-Unis, notamment à la BCE. Elle devrait continuer et confirmer, hein, sa baisse à la prochaine réunion. Le CAC, toujours en construction, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est ce qui va se passer à 20h, et surtout les résultats qui vont commencer à arriver, à savoir le troisième trimestre, les résultats d'entreprise. Les premiers vont être importants parce qu'on va voir, est-ce qu'il va y avoir des profit warnings sur certains? Est-ce que finalement on s'en sort mieux? Est-ce qu'on a surréagi sur certains secteurs? C'est les premiers qui vont donner le là un peu et ça va se continuer. C'est ça qui va nous faire peut-être aller enfin attaquer les 7007 et finir l'année vers le plus haut. Si c'est pas le cas, si on a des profit warnings, des problèmes, on va continuer la dépression sous les 7005. Donc on est en mode attente, d'où la faible volatilité finalement et le manque de direction du CAC qui attend la Fed, qui attend les résultats pour véritablement choisir son camp. Alors on a plutôt une bonne journée aujourd'hui. Renault encore, mais c'est pareil, Renault ils sont en dégradation, donc oui, le rebond il existe, mais on avait déjà eu ce même rebond là, hein, entre le 20 et le 27, on avait pris 10%. Et depuis, on a tout perdu. Donc là, on remange, mais on est en dégradation techniquement. Il n'y a pas de bonne nouvelle, hein, sur Renault. Il faudra revenir bien plus haut. C'est pour ça que pour moi, on n'est que dans du rebond technique. Alors les volumes sont plutôt bons, notamment ces 2 derniers jours, mais
Mais il faut continuer de passer notamment les 40, hein, passer les 40 avant de commencer à voir quelque chose. Sur le grand, c'est plus intéressant parce que la tendance, elle est bonne, la tendance, elle est forte, la tendance, elle est longue. On a cassé le plus haut historique récemment à 102,80. On a fait une petite conso, on le recasse à nouveau à la hausse. Et les volumes, non, les volumes sont ni bons ni mauvais. Mais là, c'est plutôt favorable quand même ce que nous montre le grand. Donc là, on serait plutôt enclin à investir sur ces niveaux-là pour toujours dans une optique plutôt moyen-long terme hein, sur le grand. C'est pas un objectif court terme hein, quand on est déjà aussi haut au niveau de la MACD notamment. Mais ça reste intéressant. Et puis, au niveau de ce qui ne fonctionne pas, Téléperformance, ils ont cassé. Hein, on en parlait dernièrement. C'était pas rassurant, notamment les 93.2 qui avaient été touchés trop de fois finalement. Hein, il faut repartir rapidement sur les supports. Ça n'avait pas été le cas. Donc là, on enfonce négatif sur Téléperformance. On attendra de meilleures nouvelles. Hein. Là, c'est encore reparti peut-être pour aller chercher les 77,9. Alors, il y a déjà il y a cette zone-là qui avait fait un petit gap, je crois, à 88. 88,07. On va peut-être le toucher, rebondir, mais on pourrait aller bien plus bas sur Téléperformance. Et Michelin, ils sont plutôt intéressants quand même avec ce qu'ils ont proposé, notamment sur les produits avec des marges plus élevées. Donc se désengager un peu de ce qui leur apportait pas beaucoup, notamment sur les camions. Michelin, ils reviennent aujourd'hui sur ce niveau-là, hein, les 34,55, c'était le plus haut de 2022, début d'année 2022, qu'on a un petit peu enfoncé là cette année, cet été. On revient dessus, mais surtout au contact de la moyenne à 200. Donc moi, ce que je vais surveiller sur Michelin, c'est la réaction, si on a une réaction assez rapide. Et là, ça s'achètera. Parce que le fait qu'on casse les 34,5 et qu'on revienne en dessous de la moyenne à 200, sur une journée, c'est pas pertinent. Par contre, oui, si vous restez, si on est comme ça de 3, 4, 5 jours, c'est pas terrible. Après, vous faites le rebond technique et puis vous continuez la descente. Non, c'est pas bon. Par contre, si on a déjà un bon rebond, une réaction autour du support, autour de la moyenne à 200 qui continue de monter, bah oui, on peut aller jouer plus loin. Là aussi, c'est les résultats qui devraient... Alors, j'ai pas regardé la date des résultats de Michelin, mais ça devrait arriver probablement prochainement, parce que tout va arriver plus ou moins en même temps. Peut-être attendre, finalement, les résultats, mais sinon, c'est plutôt une valeur saine, intéressante, dernièrement. Et puis oui, juste pour rappeler un secteur cybersécurité qu'on a vu au début, les gros, les leaders, moi j'ai choisi Palo Alto, vous pouvez en choisir d'autres éventuellement, mais cela je l'avais expliqué notamment hier ou avant-hier, hein, pourquoi il me semble intéressant. Ils sont pas loin de leur plus haut, mais ils continuent d'avoir quand même une croissance, hein, notamment sur les fondamentaux qui est toujours intéressante. On a également Fortinet, ils sont pas mal Fortinet, on aurait pu choisir cette valeur-là. Et CrowdStrike, on en a parlé. CrowdStrike, le souci, c'est le petit problème avec Microsoft qui avait été trop vendu. Hein. Là, on revient sur des niveaux intéressants. Ils ont perdu un peu d'argent à cause de ça. Il faut voir comment ces prochains trimestres ils s'en sortent. Mais c'est quand même du lourd, CrowdStrike. Ça pourrait être qu'une mésaventure finalement temporaire. Le souci avec le bug hein, qui a paralysé un peu tous les avions et puis et autres, notamment au mois de juillet. Si on arrive à casser cette zone-là, les 300, on va dire les 310, parce qu'on a fait un échec au mois de juillet, on a fait un nouvel échec au mois de septembre, mais on voit qu'on est en train de revenir bien en embuscade en dessous et qu'on rend de moins en moins. Donc si on a aussi une petite cassure ici, CrowdStrike, ils vont revenir dans le jeu pour faire partie des gros qui vont se partager le gâteau hein, sur la cybersécurité. Allez, on regarde quelques valeurs abonnées. Amundi.
Alors Amundi, ouais, c'est compliqué parce que ils sont plutôt bien orientés. Là, ils viennent de passer à nouveau leur plus haut historique. Ils l'ont encore augmenté. À court terme, il y a des chances, moi, c'est ça que je vois, c'est peut-être des petites consos vers la moyenne à 150 jours notamment. On le voit ici en bleu, hein, elle est souvent rachetée, donc ce serait peut-être ici au mois d'octobre ou novembre. La tendance, elle reste bonne, mais finalement, c'est assez neutre ce qui se passe. On n'a pas de grosses cassures, de grosses résistances, donc on est toujours dans finalement une fin de tendance haussière. Mais qu'est-ce qui va se passer après? Si on revient là, hein, peut-être tout ce travail-là, c'est très neutre sur Amundi, donc c'est pas facile de trouver quelque chose, un point d'entrée intéressant ou une vente des stops. A priori, il faut plutôt la voir dans une optique un peu plus long terme éventuellement. Donc là, on l'a en hebdomadaire. Avec si on est long terme, peut-être attendre un retour hein, ici sur les. Alors le premier, il faudrait garder les 66,8, mais si on les casse, et là on est peut-être parti pour, hein, on voit qu'il y a peut-être un potentiel de consolidation qui remet pas en cause hein, la tendance haussière. Donc c'est pour ça qu'à court terme, attention, on les a là, hein, c'est ces niveaux-là qu'on avait déjà marqués. Carbios, ah bah, c'est moche, c'est franchement dégueulasse. Quand le marché nous montre ça, normalement faut courir dans le sens inverse. En plus, les volumes énormes, hein, ça vend. Alors oui, il y aura toujours des rebonds techniques à un moment donné qui vont durer 2, 3, 4 jours, 6 jours, mais qui après vont être vendus. Donc ça dépend à quel moment vous rentrez. C'est compliqué. Vous avez le droit de les jouer, vous pouvez le faire, mais là, la tendance, elle est horrible. Sur Carbios, c'est le genre de valeur qui après va faire des augmentations de capital pour s'en sortir. Va essayer encore je sais pas quoi pour pas faire faillite. Mais bon, là, c'est quand même panique à bord. Hein, donc plutôt éviter. Après, si on veut jouer les rebonds, pas terrible. En phase. Alors, en phase, dernièrement, ils perdent un peu plus d'argent. C'est dommage parce ils étaient positifs, je crois, mais on voit un érodement des chiffres d'affaires et du résultat net. Donc, on a cette période ici de pré-retournement. Mais pour retourner la tendance, bah, il faut gagner plus d'argent, il faut avoir une croissance. Et là, on l'a pas, on l'a plutôt à l'inverse. Donc c'est pour ça que moi, je trouve ça un peu risqué en phase actuellement, à moins qu'ils nous sortent des trimestriels énormes qui, là, relancent la machine. Mais sur les quelques derniers trimestres ou la dernière année, en phase, ils sont en phase de ralentissement. Donc le fait d'avoir stoppé la chute, finalement, c'est pas suffisant. Hein. On n'a pas de choses intéressantes pour recasser à la hausse sur cette valeur-là. Hafner qui continue gentiment de rien faire. On l'attend toujours un peu plus bas. Hoffman Green Cement, c'est décevant. On revient quand même sur un support autour des 6,55. Il y a quand même pas mal de volume, surtout à la vente. Mais finalement, si ça tient, et si on dézoome, c'est pas catastrophique. Alors, on va attendre quand même un peu de relance au niveau de la croissance. La croissance aux États-Unis aussi, qui est plutôt correcte. La Chine également, mais on va avoir besoin de ciment. On va avoir besoin de ciment bas carbone. Et Hoffman, hein, c'est un des champions, notamment avec un ciment et une fabrication de ciment qui leur permet de quasiment pas émettre de carbone. Donc c'est ça leur grande force. Ils peuvent aussi toucher des royalties sur leur procédé de fabrication. Et donc ce qu'on attend, c'est ça, c'est la relance de la construction et un peu de l'économie mondiale. Et ça devrait repartir avec Hoffman. Et je trouve que la baisse est un peu sévère. Alors là aussi, il faudra voir. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas trop de données. Hein, on n'a pas trop de trimestriels sur Hoffman. Mais oui, je pense qu'il y aura quand même un beaucoup à faire
sur cette valeur, mais faudra pas faudra pas la prendre en anticipation. Il faut vraiment attendre qu'on ait des confirmations à droite à gauche ailleurs, aux États-Unis notamment, pour un retour de la construction, un retour de la croissance. Et là, Hoffman, il devrait performer. Ça veut dire que scénario long terme et pessimiste, on peut attendre jusqu'au mois d'avril 2025. On peut peut-être rebondir avant, mais il faudra voir. Kaufman, on l'avait déjà fait, hein, il y a une grosse résistance à 33,9. Il faut la casser. Si on la casse pas, on risque de retomber vers les 30 et moins. Alors moi, je mettrais peut-être un stop sur Kaufman ici, hein, autour des 32 à peu près. Cette zone-là, si on revient la tester, la casser, il faut partir. Alors forcément, il y aura peut-être de la volatilité, des mèches qui vous font sortir, mais bon, c'est le jeu. Mais là, on est proche quand même de la résistance. Ça peut valoir le coup de rester. Mais à court terme, oui, on peut baisser. Michelin, on l'a déjà fait. Palantir. Continue Palantir. Hein, c'est plutôt propre ce qu'ils nous font. Là aussi, il y a beaucoup de demandes dans la gestion et le traitement de données. Il n'y a pas de raison de... Alors oui, le PER est énorme. Je crois que c'était 240. Des PER comme ça, on en voit de temps en temps, surtout dans le secteur technologique. Hein. Dès qu'on a un peu de visibilité, des chiffres qui augmentent d'année en année, les PER ça augmente. C'est pas des bancaires avec des PER à 7. C'est comme ça. Et sur Palantir, on en a des signes super importants. Hein. Et ici, le gap qui s'achetait, on est à plus 60%. Et puis le deuxième gap, moi je suis rentré sur le deuxième gap, on est quasiment à 30%. Donc il n'y a pas de raison d'avoir des inquiétudes sur Palantir. Il y aura peut-être une petite correction, mais notamment ici, sur les 45. On s'en rapproche. C'est pour ça qu'il faudra, je pense, monter les stops. Et avec les trimestriels, se poser la question, est-ce qu'on reste en court terme ou en long terme? Mais là, en court terme, on peut monter les stops. Et on n'a pas encore de signaux négatifs, hein, sur le long terme. À court, oui, les 45 pourront arriver, des prises de bénéfices assez massives. Rémi Cointreau, c'est pas terrible. C'est même super moche aussi. C'est encore pire que Pernod Ricard. On le voit, hein, Rémi Cointreau, on était à 200 euros. Il y a combien? Il y a 2 ans et demi. On est à peine 60. On vient de faire encore un gap baissier, donc ça c'est très mauvais. Hein, quand on fait un gap à la baisse et qu'on le comble pas immédiatement, on initie probablement encore une baisse du cours qui est déjà orientée à la baisse. Les problèmes de taxes aussi de la Chine, hein, sur les boissons alcoolisées notamment, et le déstockage et la reprise qui peinent à arriver à leur fin. Pour l'instant, c'est pas encore le moment. Il y aura peut-être aussi un effet retour, hein, sur la croissance qui va revenir en Chine. Je préférais quand même Pernod Ricard qui sont mieux orientés. Il y a le britannique aussi, Diageo, hein, qu'on peut surveiller éventuellement. Mais Rémi Cointreau, ils ont l'air un peu moins costauds quand même. Et puis ce que nous dit le marché, c'est surtout de ne pas y aller actuellement. Et Valneva, alors le problème avec les petites techs un peu comme ça, c'est que il y en a beaucoup qui se plantent. Alors il y en a quelques-unes qui font des stats hallucinantes, mais il y en a beaucoup qui ont du mal et qui se financent à coup d'augmentation de capital. Et là dernièrement, alors oui, Valneva, monstrueux, hein, merci le Covid. Entre mars 2020, où l'action valait quasiment comme aujourd'hui, un peu plus, 2,7, 2,9. On est monté à 29, donc multiplié par 10. Derrière, elle n'a pas su capitaliser là-dessus et elle a déjà tout perdu. Donc malheureusement, non. Elle n'a pas assez dans son portefeuille par rapport à d'autres, je pense, de valeurs qui peuvent la faire monter. Et là aussi, le marché, hein, gap baissier, le marché nous dit non. Donc si on veut se réintéresser, il faudra attendre certainement des news et puis des gros pics de volume. Mais là aussi, ça sera a priori que pour du rebond technique dans un premier temps. Hein.
pour changer une tendance comme ça va être compliqué, ça va être très compliqué. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, les valeurs qui vous intéressent. On les fera ici en graphe ou en commentaire. Bon trade, à plus!